Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 191 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va parler de la finale du In-Season Tournament, Lakers contre Indiana Pacers. Bon, alors, que je vous explique un peu comment est-ce qu'on est arrivé à cet épisode. En fait, on a enregistré notre hebdomadaire comme d'habitude. On ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas l'enregistrer ce dimanche après la finale, donc on l'a fait vendredi, comme d'habitude. Mais ça me dérangeait un peu qu'on parle pas de cette finale, vu que le podcast serait publié le lundi. C'était un peu dommage, donc... Après ça, je me suis dit, j'enregistrerai un petit truc, moi, de mon côté, et je rajouterai au montage dans l'hebdomadaire. Ça fera une hebdo un peu à jour, un peu d'actu, puisque c'est quand même le but. Sauf que j'ai fait très long. J'ai fait 20 minutes. Donc je me suis dit, on va pas alourdir l'épisode, on va pas alourdir l'hebdo. Et puis en plus, c'est un truc un peu d'actu, donc on va publier ça comme ça. Et donc en plus, ça fait un format court. Ça fait du bien sur le Basket Lab. Format court et en plus en plein dans l'actu. Donc voilà comment on est arrivé à cet épisode, un peu quelques notes tactiques, on va dire, et d'observation de cette finale entre les Lakers et les Indiana Pacers. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de la finale de la NBA Cup entre les Lakers et les Pacers. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors cette finale, petit rajout au montage évidemment, a posteriori puisqu'on a enregistré vendredi, mais on ne peut pas publier une hebdo le lundi, juste après un week-end de finale, sans parler de la finale évidemment. Donc je suis là pour ça, on est dimanche matin. Bref, donc oui, belle victoire des Lakers, mine de rien. Et il y a pas mal de trucs assez intéressants à noter, et je pense que le point principal qu'on peut noter, c'est cet aspect de la variance, justement, et le fait que, pour essayer un peu de reformuler un peu mieux ce que je dis dans le podcast à propos des Pacers et sur le parcours des Pacers, c'est que, très basiquement, quand vous êtes la moins bonne équipe, vous avez intérêt à ne pas jouer sur l'aspect où vous êtes le moins bon, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est là-dessus où les Pacers aussi se sont fait un peu leur beurre contre Boston, contre Milwaukee, et ils ont essayé aussi contre les Pacers, contre les Lakers, c'est-à-dire d'amener le plus de variance possible, parce que c'est un peu un qui tout double. Et plus vous êtes la moins bonne équipe, plus vous avez intérêt à faire à faire que la partie devienne un peu ce tout ou rien, en fait, d'apporter le plus de variance possible. Et si on devait un peu le modéliser, imaginez, vous jouez au poker, vous jouez contre le meilleur joueur du monde. En fait, la meilleure stratégie, si vous êtes face au meilleur joueur du monde, c'est pas de jouer la partie de manière un peu plus normale, et la meilleure stratégie, en fait, c'est de faire un all-in. Donc évidemment, il va y avoir une variance qui est assez énorme, bien sûr, mais en même temps, c'est comme ça aussi que vous pouvez gagner en étant pourtant un beaucoup moins bon joueur de poker. C'est parce qu'il y a ce côté all-in où, certes, il y a la possibilité de perdre beaucoup, mais aussi l'upside, le potentiel de gagner beaucoup. Et c'était un peu ça le truc avec ces Pacers qui, sur la totalité d'une série de playoffs, sont sans doute une moins bonne équipe que Boston, Milwaukee ou les Lakers, mais qui, sur un match sec, c'est plus la même histoire, évidemment. Et donc, il y a un peu cet aspect où, avec le tir à 3 points, ça apporte évidemment beaucoup de variance. Quand ça tombe du bon côté, c'est bien. Et quand ça tombe du mauvais côté, oui, c'est pas bien. Donc on a eu le cas de Boston où ça s'est joué à pas grand-chose, le score au final, mais avec une énorme réussite à 3 points des Pacers contre Boston. Contre Milwaukee, ils n'ont pas eu la réussite à 3 points, mais ils ont réussi à embêter les Bucks, notamment avec d'autres petits moyens, notamment tout ce qui est jeu en transition, etc., etc. Et là, contre les Lakers, non, la réussite à 3 points n'était pas là. Donc un peu dommage, mais voilà, sur un match sec, ça peut aussi arriver. Et donc, ils ont shooté exactement à 23% à 3 points.
23%, alors que c'était 48% contre Boston, par exemple. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi, hein. C'est un peu comme ça, mais je pense que c'était un peu le premier élément à souligner, c'est ce côté variance, et parfois oui, sur un match, ça peut te sauver, ça peut te faire gagner des matchs où tu es un peu le moins fort, mais ça peut aussi te faire perdre des matchs quand ça rentre pas. Et d'ailleurs, autre point à noter sur cette finale-là, le fait que finalement, les Lakers non plus n'ont pas bien shooté du tout à 3 points. Ils ont fini à 15% à 3 points. Bon, ce qui veut pas dire grand-chose, mais même... en fait, je crois qu'ils ont attendu la fin du troisième quart-temps, je crois, pour avoir leurs premiers 3 points. Donc voilà, on n'était pas non plus à l'inverse sur des Lakers qui étaient en surréussite à 3 points. C'est juste que, oui, les Lakers sont un peu meilleurs. Et notamment, donc, l'aspect qui, je pense, a un peu été déterminant dans ce match, c'est que, justement, pourquoi est-ce que je commence par ça? Les Pacers n'ont pas eu la variance, on peut remplacer le mot par la réussite, on va dire, n'ont pas eu une réussite à 3 points. Ok. Mais qu'est-ce qui aurait pu les sauver? C'était pas ce côté aléatoire des tirs à 3 points à longue distance qui ont une probabilité variante, mais qui rapportent 3 points. Ce qui aurait pu les sauver, c'est un peu les autres types de tirs. Or, que s'est-il passé? Contre Milwaukee, ils ont eu ces tirs-là aussi, notamment, que ce soit en transition, mais même sur demi-terrain, on en a parlé. La couverture du pick and roll des Bucks a un peu volé en éclats face à des possessions de Indiana. Donc, même si Indiana a mal shooté contre Milwaukee à 3 points aussi, ils étaient allés chercher des points ailleurs, et notamment au panier. Là, le fait est que c'était pas la même histoire du tout face aux Lakers qui, on le sait, ont une défense d'élite. Alors, je n'ai même pas regardé les ratings défensifs, mais on la connaît, cette équipe. Et surtout, on la connaît quand elle veut. On sait qu'il y a des joueurs... on sait qu'Anthony Davis, il a été fantastique. Et pour le côté verrouiller le panier, oui, ça a été un élément clé de ce match-là, où il y a pas mal d'actions, où en fait il abandonne Miles Turner, il abandonne AJ Jackson, il fait un peu le roamer, ou même tout simplement son impact au panier pour effacer des tirs sur des rotations, sur des actions comme ça. Je crois que j'ai en tête une action de Bruce Brown qui se retrouve sous le panier avec Anthony Davis dans son dos. Il a un instant, il se dit non, je vais pas prendre le tir, et finalement ah si, bon, je vais tenter, et en fait non. En fait non, il y a Anthony Davis qui va le contrer. Mais bref, donc cet aspect pour moi était un peu primordial, c'est que la défense des Lakers, pour le coup, elle a été au niveau pour supprimer tous les tirs faciles, ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et donc, quand tu as ni la réussite à 3 points, ni un peu tout le reste, oui, ça commence à devenir un peu compliqué. Si je peux vous donner un peu les chiffres au niveau des tirs au panier, par exemple, Indiana n'a pris que 30% de ses tirs au panier, parce qu'il y a pas mal d'actions où il y a de l'intimidation, où il y a une raquette qui est bouchée, très simplement. Et puis, d'ailleurs, on a vu pas mal de schémas aussi, de schémas sur pick and roll qui étaient faits pour gêner Haliburton. Et c'est vrai que les Lakers, ce qu'ils sont très bien arrivés à faire, je trouve, ça a été des prises à deux, en fait. Tout simplement des trappes, des prises à deux sur le pick and roll et sur Haliburton pour essayer un peu de le forcer à lâcher la balle, ce qui a pas mal marché, finalement. Notamment aussi parce que voilà, Miles Turner, finalement, il est pas mal pour le pick and pop, mais si vous le mettez dans des situations où il doit être dans l'entrejeu, faire des lectures en mouvement et faire des passes en mouvement, et faire des actions, parce qu'il y a 2 joueurs sur Haliburton, il est pas trop capable de faire ça. En plus, le fait est que les Lakers, pour mettre la pression sur le ballon, donc vraiment sur à quel point est-ce que la qualité en elle-même de ta trappe, de ton 2 contre 1 est bon pour étouffer l'adversaire, les Lakers sont très bons, évidemment. Notamment, on a vu que les Bucks, ça n'a pas trop marché parce qu'ils n'ont pas trop le personnel pour. Voilà, les Lakers, oui, pour exécuter ce genre de trappe, de 2 contre 1 sur le ballon, ça a bien marché. Et puis derrière aussi, autre indicateur que je trouve toujours marrant, on a vu un LeBron James qui notamment a été excellentissime sur ce match, et notamment défensivement. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Pour moi, la qualité des rotations défensives de LeBron, à ce stade de sa carrière, ça fait quelques années maintenant, la qualité des rotations de LeBron, ça détermine un peu, c'est un très bon indicateur sur quel est le niveau de motivation de LeBron James, où vous prenez un peu un match random de saison régulière, troisième quart-temps, début de troisième quart-temps, il y a des rotations, il va pas les faire. Là, on a vu dès le début que dans ce rôle où il y a 2 contre 1 sur le ballon et il est côté faible, il doit venir faire le low man, il doit venir faire le troisième homme dans l'action qui doit venir protéger le panier pour compenser le 2 contre 1. Il a été très bon, il a fait pas mal d'actions dans cette veine-là. Donc ça, c'est le plan des Lakers sur la première partie du match. Ce qui a sauvé notamment Indiana aussi, je trouve, c'est au niveau des lancers francs, où malgré tout,
ils ont eu tout de même pas mal de lancers francs, nos amis des Pacers, donc ça sauve un peu le côté peu de tirs au panier, donc c'est venu un peu rattraper le tout. Mais oui, de l'autre côté, du coup, autre ajustement assez intéressant qu'on a vu de la part des Pacers, en deuxième mi-temps notamment, c'était de commencer donc à faire des pick and roll entre petits. C'est-à-dire non pas de faire venir soit Miles Turner, soit Isaiah Jackson pour des pick and roll, où Anthony Davis va venir un peu étouffer Haliburton. Ce qu'on a vu, c'était plutôt des pick and roll avec Bruce Brown, notamment, ou alors avec Buddy Hield, surtout on a vu aussi. Pourquoi ? Parce que déjà ça amène sur le pick and roll un défenseur très différent, qui est pas aussi grand, qui est pas aussi long, qui est pas aussi étouffant, donc ressortir la balle, c'est plus simple, et en plus, qui est celui qui pose l'écran et qui ensuite va au cœur de la défense et doit prendre une décision en 4 contre 3, bah du coup c'est plutôt un extérieur de formation qui a un peu plus de passing naturellement que Miles Turner, évidemment. Et donc Bruce Brown a fait des actions comme ça. Buddy Hield aussi, même si Buddy Hield c'était pas tant pour l'aspect passing de short roll qu'il a été intéressant, mais plutôt pour un aspect en fait de dangerosité de ses écrans, en vérité. Et d'ailleurs, il y a une séquence très intéressante sur ce match-là où en fait on vient faire poser des écrans à Buddy Hield. Comme ça met un peu en difficulté le défenseur de Buddy Hield. C'est-à-dire, est-ce que je fais une prise à 2 ? J'ai pas trop le temps parce que Buddy Hield il commence après son écran, même parfois il pose même pas l'écran et il va directement à 3 points. Est-ce que je me mets en drop ? Mais du coup pareil, hein, si je me mets en drop pour essayer de contenir Haliburton, du coup il y a le pick and pop de Buddy Hield qui est ouvert. Est-ce que je suis Buddy Hield mais du coup il y a personne qui vient stopper Haliburton ? C'est ce qui s'est passé. Les Pacers en deuxième mi-temps ont pas mal de fois attaqué le jeune Max Christie comme ça. Max Christie qui est un arrière défensif, meneur arrière défensif. Il y a une séquence où Christie reste pas assez longtemps sur Haliburton et du coup Haliburton va au panier. Il y a une autre séquence ensuite où du coup il reste un peu trop sur Haliburton et du coup la balle bouge et les Pacers trouvent une ouverture ailleurs. Il y a un moment où les Pacers enchaînent pas mal de dribble and off entre Haliburton et McConnell pour justement un peu dans le flow du jeu, dans la rapidité des dribble and off, cibler toujours Max Christie. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, LeBron James, il voit ça, il revient sur le terrain après un temps mort, et quel est l'ajustement défensif, soit des Lakers, Darvin Ham, soit de LeBron James lui-même, je ne sais pas, mais c'est lui qui se met en défense du coup sur McConnell, et du coup l'action d'après, les Pacers essayent de recommencer, et en fait non. En fait, il se retrouve face à LeBron James sur ce dribble and off, donc il n'y a pas la place. Donc bref, pas mal bataille un peu intéressante autour de ce pick and roll des Pacers finalement. En fin de match, il y a quelques solutions qui sont trouvées, mine de rien. Notamment, il y a un beau 3 points en pick and pop de Turner, mais encore une fois, voilà, c'est ce qui a peut-être manqué. C'est cette réussite à 3 points qui aurait pu encore plus gêner les Lakers au niveau de cette réussite à 3 points, hein, sur des pick and pop ou d'autres types de situations comme ça. Donc voilà pour cet aspect-là du terrain. Et puis aussi, oui, de l'autre côté, pardon. Là, on a parlé de l'attaque d'Indiana qui est un peu calée sur différents endroits, notamment du fait aussi des Lakers, mais de l'autre côté aussi, il faut le dire, les Lakers n'ont pas rentré leurs 3 points, mais eux, ils ont carburé très très fort au niveau de tous les autres types de tirs, pardon. Et notamment, en fait, hein, voilà, ils ont dominé les Pacers et le plan de jeu était assez clair sur tout ce que, on va dire, comment le formuler, un peu essayer de jouer gros, évidemment. Je sais pas si vous voyez un peu l'image, mais essayer d'aller au panier. Et ils y sont arrivés d'aller beaucoup au panier. 50% de leurs tirs étaient au panier. Et ils ont shooté avec une réussite de 75% au panier. Voilà. Via plein de types d'actions différentes. Mais le but, c'était de mettre la pression au panier d'abord et surtout. Parce que ce sont des tirs rentables. Mais surtout parce que la défense des Pacers n'est pas si bonne que ça là-dessus. Et je pense que c'est aussi on en a parlé l'été dernier, et c'est un peu un défaut récurrent de Boston, par exemple. Boston n'est pas trop capable de faire ça. Boston, parfois, ils ont un peu ce défaut de ronronner un peu dans le périmètre, il leur manque un peu ce côté un peu implacable au panier. Que ce soit des drives encore et encore, que ce soit une présence au post-up, que ce soit des actions qui vont libérer des tirs au panier, justement. Boston a toujours eu un peu ce truc de, parfois, le défaut de ronronner dans le périmètre et de pas complètement toujours avoir un énorme total de tirs au panier, d'avoir ce côté un peu on va au panier et on a beaucoup de ces tirs là. Bref, et à l'inverse donc, à l'inverse, les Lakers ils l'ont ça. Déjà, LeBron James quand il veut, il prend le ballon, pick and roll et on attaque Miles Turner, ça il l'a fait, et il l'a fait pas mal de fois,
Et on le voit que quand il veut, il va à pleine vitesse, il drive et ça marche en plein centre du terrain. On a pas mal d'actions aussi, les fameuses, je crois que j'en ai parlé récemment dans une hebdo, mais les Lakers, moi j'appelle ça la empty offense parfois parce que ils font un nombre d'actions, le fameux empty pick and roll, donc un pick and roll à deux sur tout un quart de terrain avec personne dans le corner. D'actions, et notamment avec D'Angelo Russell et Anthony Davis, de faire rentrer le pick and roll vers l'intérieur à partir du corner. Et en gros, sur ces jeux à deux, en 2 contre 2, c'est là quand D'Angelo Russell est pas mal pour aller jusqu'au panier, soit pour s'arrêter un peu à mi-distance et prendre ses tirs, mais surtout, il aime bien aussi mettre son défenseur in jail, comme on dit, donc en prison, s'arrêter un peu, le garder le défenseur dans le dos et ensuite réaccélérer. Donc ça, c'est bien ce genre de système parce que D'Angelo Russell, plein centre, à partir de la ligne à 3 points, c'est pas non plus un driver d'élite, donc ça le met dans ce genre de configuration. Austin Reeves aussi aime beaucoup ces empty corner pick and roll. Pas mal de post-up aussi pour LeBron James, même si Nesmith a été pas mal, mais il y a quand même un certain différentiel de physique, évidemment, de taille, mais aussi de puissance. Donc le post-up a aussi été un élément important pour aller chercher ses tirs au panier. Anthony Davis aussi a fait quelques post-up. Je crois qu'il faut dire aussi que l'autre point primordial, c'est que pourquoi d'ailleurs est-ce que la défense des Pacers est aussi mauvaise en saison régulière pour l'instant, en dehors du tournoi évidemment, mais c'est parce que leur défense en deuxième rideau, elle est assez catastrophique en fait. Elle est vraiment cata. Et donc, il y a pas mal d'actions où, quand il y a une action qui se fait d'un côté et que depuis le côté faible, ça doit être Buddy Hield qui doit venir faire le rôle du deuxième rideau, ouais, ça marche pas très bien, quoi. Ça marche pas très bien quand c'est Buddy Hield, ça marche pas très bien quand c'est Bénédicte Mathurin, quand c'est TJ McConnell, etc. Donc, c'est la grosse faiblesse de cette équipe. C'est la défense en deuxième rideau, les aides, et notamment autour du panier. Donc, les Lakers se sont fait pas mal plaisir là-dessus, sur les actions pick and roll plein centre pour LeBron James qui va nord-sud directement au panier, les empty corner pick and roll qui permettent de libérer des actions soit pour D'Angelo Russell, soit pour Austin Reeves, soit d'ailleurs aussi pour Anthony Davis, évidemment, bien sûr, hein, avec sa verticalité. Les post-up de LeBron et de Anthony Davis, donc on se focus, on essaie de jouer costaud et d'aller au panier parce que c'est clairement la faiblesse de Indiana. Aussi un autre aspect, les lancers francs, bien sûr, qu'on peut inclure avec les tirs au panier, puisque quand tu vas au panier, c'est aussi là que tu vas obtenir pas mal de lancers francs. Ils étaient à 30, le free throw rate, le taux de lancers francs, plus de 30 lancers francs par 100 possessions, ce qui est un très bon score, donc pas mal aussi, ça a pas mal aidé, évidemment, d'avoir ces lancers francs, mais c'est aussi ce que j'inclus dans le côté jouer agressif, aller au panier, évidemment. Et puis donc, tir au panier, lancers francs. Et un autre aspect, évidemment, qui est assez primordial, c'était les rebonds offensifs. Et ça, là encore, mais on découvre rien, la défense des Pacers, l'attaque, autant, elle est géniale, mais la défense, elle est catastrophique. Et plus que les aides en deuxième rideau, sur lequel ils sont mauvais, il y a aussi un autre aspect sur lequel ils sont mauvais, c'est ça, c'est le rebond. Le rebond défensif pour eux, et donc le rebond offensif pour l'adversaire. Et les Lakers se sont fait plaisir. Vraiment beaucoup, ils ont vraiment énormément attaqué ce rebond offensif, et donc pour créer des deuxièmes chances, des deuxièmes opportunités, et insister encore et encore à l'intérieur, et là-dessus ça a été un élément capital de ce match-là. Si je retrouve les chiffres, alors j'ai pas les chiffres bruts, mais on était à 44% de rebonds offensifs captés. 44%, c'est-à-dire que quasiment une action sur deux, les Lakers sont réussis à avoir le rebond offensif après le tir manqué. Voilà, 44%, ce qui est phénoménal, et ce qui est un gain, en fait, un gain de possession supplémentaire énormissime. Et ça, c'est de par, notamment, la domination à l'intérieur d'Anthony Davis, qui a été énormissime, qui a posé beaucoup de problèmes en termes de box-out et de fautes sur les box-out, notamment à l'intérieur contre les Pacers. Le fait aussi que Vanderbilt a joué, et le fait tout simplement que ça a été une vraie stratégie. C'est pas quelque chose qui est tombé de nulle part. Il y a aussi une stratégie, vous arrêtez pas mal d'actions pendant le match, vous voyez qu'il y a parfois deux attaquants qui vont attaquer le rebond, parfois 3, parfois 4. J'ai vu 2-3 séquences où ils étaient à 4 à aller attaquer le rebond offensif. Donc voilà, il y avait une vraie stratégie pour ce côté où les Pacers sont friables et fragiles de ce côté-là du terrain. On va attaquer, on va appuyer là où ça fait mal. En plus, on a le personnel pour ça. Donc voilà, on l'a fait, et ça a pas mal marché. Donc pour moi, ça a été aussi un élément, l'élément capital de cette finale, c'est au-delà de le tir à 3 points n'est rentré pour personne. Ça aurait pu sauver les Pacers, mais ça ne l'a pas fait. Et à l'inverse, ça n'a pas condamné, on va dire, les Lakers, puisque eux, même sans la réussite à 3 points, ils ont été excellents pour tout le reste du jeu, en fait.
et notamment pour jouer gros à l'intérieur, si on doit un peu le caricaturer comme ça. Jouer gros, c'est aller jouer sur la physicalité, pardon pour l'anglicisme, mais sur post-up, etc. Des systèmes pour aller au panier, les tirs au panier, les lancers francs et les rebonds offensifs. Voilà, très clairement, ça a été l'ordre du jour dans le plan de jeu de la part de Darvin Ham, et ça a plutôt très bien marché. Et puis autre aspect aussi que j'avais noté, finalement les Lakers ont aussi été pas mal actifs sur transition. Bon, en termes de fréquence, ça n'a pas non plus été spectaculaire, mais moi j'ai senti que notamment la défense sur transition des Pacers, elle était friable, et LeBron James, lui, il a bien senti aussi, surtout, et qu'il y a pas mal d'actions où il insistait, et voilà, LeBron, il peut pas le faire tout le temps, il peut pas le faire sur 82 matchs, il peut même peut-être pas le faire sur une série de playoffs en entier, je ne sais pas, on verra. Mais sur un match comme ça, quand il y a une faiblesse de la part des Pacers, il est capable de faire l'effort en plus, et certaines actions voilà, c'est littéralement le freak train, quoi. On le connaît, LeBron James. Donc voilà, pour cette belle finale, finalement. Assez belle finale où les Pacers sont même un peu revenus sur la fin. Ils ont failli raccrocher le score, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi si ça peut vous intéresser, ce genre de petit format un peu React. Tiens, d'ailleurs, ça peut faire un bon nom, ça, le React. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est ce genre de format court qui était un peu dans le cahier des charges au tout début du Basket Lab, avant que je me rende compte que, en fait, c'est pas simple de parler dans un micro. Donc au début, j'étais pas assez fort là-dessus. Avant que je me rende compte aussi du rythme un peu plus lent de publication d'un épisode du Basket Lab quand tu ne sais pas faire aussi, hein, tu peux pas publier du jour au lendemain. Mais maintenant que j'ai un peu plus la main, c'est vrai que je me dis, pour des gros matchs, ça serait intéressant de faire ça, peut-être. Si, je sais pas, s'il y a un gros match en prime time et qu'il y a des observations tactiques peut-être à faire, ça peut être sympa de faire un mini-épisode React le lendemain, peut-être, je ne sais pas. Vous me dites si ça vous plairait. En tout cas, voilà, je voulais pas alourdir l'hebdo, donc voilà, 20 petites minutes pour votre dimanche de championship pour les Lakers, donc non, pardon, pas de championship, de cup. Pour les Lakers qui ont donc remporté la Cup. Mais bref, je recommence à divaguer, et donc on se dit à bientôt, à demain pour la prochaine fois. Lundi matin, comme tous les lundis matins, pour l'hebdo. Donc demain, pour vous, normalement. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour vos petites étoiles un peu partout, pour vos RT et pour à peu près tout. Merci beaucoup, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.